Bonjour, je suis Franck-Olivier Ripoll, je suis coach professionnel. Bienvenue sur Solidax. Je m'appelle donc Franck-Olivier Ripoll, j'ai 54 ans, je suis marié, 2 enfants. Je suis à la base coach professionnel certifié, je travaille aussi en tant que formateur indépendant. Je forme sur tout ce qui est dans le domaine du numérique, l'utilisation de l'ordinateur, de la sécurité informatique, les bases sur la sécurité informatique, l'utilisation aussi d'outils tels que Office, Word, PowerPoint, Excel. Je forme depuis quelques temps maintenant aussi sur l'utilisation au quotidien de l'intelligence artificielle. C'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui. J'ai toujours été quelqu'un de très curieux, j'ai toujours voulu savoir, comprendre un petit peu les choses, j'ai toujours été un petit peu dans la recherche, de la compréhension. Mon parcours est un petit peu un parcours, on va dire, atypique par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. À l'âge de 21 ans, je suis rentré dans l'aéronaval, j'ai été accepté en tant qu'élève pilote donc dans l'aéronaval. Alors je parle de ça en 92. Au bout de 4 mois, j'étais éliminé en vol, j'avais pas forcément les capacités de pouvoir continuer sur cette formation-là et j'ai fait contrôleur aérien donc dans l'aéronaval, où je suis resté 6 ans dans l'aéronaval. Puis j'ai repris mes études. Je ne trouvais pas mon compte là où j'étais. Donc j'ai repris mes études, j'ai passé un DESS sur les relations internationales, diplomatiques, stratégiques, en relation avec le monde de la défense, dans le domaine des traités de non-prolifération nucléaire, des traités qui géraient un petit peu les deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest à l'époque. Donc je suis rentré à l'aérospatiale comme ça, puis en tant que sous-traitant, ingénieur donc, dans ce domaine-là. Puis l'aérospatiale est devenu Airbus, qui m'a recruté pour d'autres choses, sur tout ce qui était l'architecture de système, les systèmes de système. Et je suis rentré vraiment dans le monde informatique, j'ai envie de dire comme ça, par curiosité, par envie, par découverte, par opportunité aussi, parce qu'il faut avoir les opportunités de pouvoir le faire, mais des opportunités, comme je dis toujours, il faut les provoquer. Puisque j'ai fait quasiment 20 ans chez Airbus Défense. Enfin, dans une filiale en particulier d'Airbus Défense, qui était une joint venture entre Airbus et Thales, que j'ai quitté en 2018 suite à l'obtention d'un diplôme de coach professionnel certifié, un Master 2. Et aujourd'hui, je suis indépendant, je travaille beaucoup sur l'accompagnement de l'être humain, sur la transmission. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est quelque chose d'assez particulier et qui touche aussi à l'être humain. Parce que fondamentalement, pour moi, même dans les entreprises, l'être humain doit rester au centre. Faire de l'argent, c'est bien, on veut tous, parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir travailler, pour pouvoir vivre, pardon. Il est fondamental que l'être humain reste au centre. Mais j'ai toujours été très droit et très direct avec les gens. Moi qui étais au départ fondamentalement anti-syndicat, je suis rentré dans les syndicats. Je suis rentré à la CFE-CGC, je me suis syndiqué à la CFE-CGC à cette époque-là, par protection, parce que je l'ouvrais un petit peu trop, on va dire, en étant un petit peu vulgaire. Le fait d'être rentré dans le syndicalisme a réveillé chez moi cette notion d'humain, cette notion justement très humaniste, d'accompagner les gens, d'être avec les gens. J'ai été délégué syndical, délégué du personnel. Je suis rentré au CHSCT, à la CFE-CGC, on m'a demandé de prendre le poste de président du département des Landes pour la CFE-CGC, que j'ai tenu pendant quasiment 8 ans, je crois, jusqu'à ce que je sois aussi juge prud'homal, puisque j'ai fait plus de 2 ans en tant que juge prud'homal au tribunal des prud'hommes de Mont-de-Marsan. Donc tout ça a réveillé en moi cette fibre justement d'accompagnement, de social, d'humain, de remettre l'humain au centre, parce qu'on a perdu cette chose-là. Je trouve. Mais il me manquait de la méthodologie, il me manquait aussi de comprendre comment fonctionne aussi l'être humain. Tout ça, je l'ai appris, je l'ai découvert au travers de cette formation-là. Ça a duré 1 an de formation donc, de coach professionnel certifié où on fait de la psychologie avant toute chose. On apprend un petit peu les fondamentaux de la psychologie, les fondamentaux du fonctionnement finalement de l'être humain, avec ses croyances, avec ses valeurs, avec ses besoins, avec ses limites, avec ses freins, avec ses moteurs. Tout ça a bâti finalement un petit peu la personne que je suis, c'est-à-dire que j'aime beaucoup la technique, je suis passionné, je suis un petit peu comme diraient les jeunes, un boomers geek, ou un geek boomers, comme ils veulent.
Et à côté de ça, l'humain. L'humain, pour moi, est essentiel. L'humain doit rester au centre de tout ce que l'on fait. Que ce soit dans le domaine technique, dans le domaine informatique, dans le domaine de l'intelligence artificielle aussi. Donc tout ça, c'est ce que j'essaye de transmettre aussi au travers des formations que je fais, au travers du coach professionnel que je suis aussi, et aussi sur l'aspect intelligence artificielle sur lequel je travaille aujourd'hui. C'est-à-dire que les souffrances des autres appartiennent aux autres et il faut accepter et comprendre le fait que la personne est en souffrance. Et beaucoup de gens se leurrent en disant qu'ils sont empathes parce qu'ils vont pleurer ou ils vont être avec les émotions des autres, ce qui est entièrement faux. C'est pas ça du tout l'empathie. L'empathie, c'est tout un processus justement intellectuel et ça se travaille, qui est d'accompagner la personne, d'accepter la personne avec sa souffrance et avec ses émotions, mais de ne pas en faire les siennes. Et c'est là le problème et toute la complexité justement de l'empathie. La personne ne demande pas finalement, quand on a un accompagnement de coaching, la personne ne demande pas à ce qu'on pleure avec elle. Elle demande à ce qu'on comprenne pourquoi elle pleure ou pourquoi elle est dans cet état de souffrance, de colère, de haine, de dégoût, d'amour aussi, de ces choses-là. Et c'est tout là le challenge, c'est de ne pas tomber dans la compassion. Donc c'est compliqué de faire la part des choses, mais c'est essentiel dans l'accompagnement d'accepter la souffrance des autres, mais de ne pas en faire sienne. J'ai envie de dire, il faudra en parler à mon épouse, elle vous expliquerait que c'est pas si simple que ça. C'est pas simple. C'est pas simple du tout, surtout quand on a affaire à des profils très compliqués qui ont énormément souffert dans leur vie. Et il y a forcément des fois des effets, ce qu'on appelle des effets miroirs, que l'on va éviter de faire, de transférer sur sa propre vie ou sur la vie des personnes qui nous entourent. Mais c'est pas simple. C'est pas simple du tout parce que nous ne sommes que des êtres humains, nous ne sommes pas des machines. Donc heureusement, j'ai des personnes avec qui en parler, j'ai des personnes avec qui je peux échanger. En tant que coach professionnel, on a des superviseurs, mais ça arrive que ça déborde, que ce que l'on a vécu dans l'accompagnement, ça transpire un petit peu forcément dans la vie de tous les jours. On essaye de faire en sorte que, mais dire le contraire, je pense que ce serait réellement se cacher la réalité, ce serait ne pas être vrai avec soi-même. Le simple fait de l'accepter est quelque chose, est déjà une part du travail. C'est souvent, j'explique aux gens qu'il faut accepter les choses. Plus on va les repousser, plus elles seront présentes. C'est-à-dire que plus vous allez repousser une émotion, plus vous allez refuser d'avoir une émotion, et plus elle va être là, et plus elle va prendre de la force et de l'ampleur. Donc il est important d'accepter ces choses-là. Qu'est-ce que je peux vous dire sur mon métier de coach et de la manière dont je l'exerce aujourd'hui ? Tout d'abord, moi je conseille très vivement aux gens, aux personnes qui ont besoin d'un accompagnement, de se tourner vers des coachs qui ont un diplôme ou une certification reconnue par l'État. Parce qu'aujourd'hui, le métier de coach n'est pas un métier qui est protégé. Il y a des fédérations qui essayent de se battre justement pour la protection un petit peu de ce terme-là, c'est-à-dire que typiquement l'appellation de mon titre c'est coach professionnel, mais le mot professionnel ne veut pas dire que je m'adresse aux professionnels, veut dire que je suis un coach qui a été formé de manière professionnelle et c'est le titre du RNCP, c'est un Master 2, c'est donc un équivalent de Bac plus 5. Il est fondamental qu'un coach professionnel ou un coach, puisque certaines personnes utilisent juste le mot coach, qu'un coach soit formé et ait au moins un diplôme dans ce domaine-là. Le diplôme ne veut pas dire que la personne est forcément compétente. Un diplôme veut dire qu'au moins elle a acquis les bases et qu'elle a compris les bases, j'ai envie de dire, de l'accompagnement et de ce que c'est qu'un accompagnement. Elle a compris donc les bases de la psychologie. Elle a compris les bases du danger, du coaching, parce qu'il y a des dangers, il y a des pièges dans lesquels il ne faut absolument pas tomber, qui sont les pièges du transfert ou du contre-transfert, c'est-à-dire un petit peu de transférer son expérience sur la personne que l'on va accompagner, ce qui est une erreur fondamentale, de donner des conseils, ce qui est une erreur aussi fondamentale. Un coach n'est pas là pour donner des conseils, un coach est là pour accompagner. Fondamentalement, un coach professionnel doit être capable
d'amener son client à trouver les bonnes questions, mais c'est-à-dire les questions de son client, pas les siennes. C'est-à-dire les questions fondamentales du client qui, au travers de ces questions, vont amener le client à trouver ses réponses, mais les réponses du client, c'est-à-dire c'est pas les réponses du coach professionnel. Pourquoi ? Parce que votre vie, c'est votre vie. Je dis souvent aussi qu'on acquiert de l'expérience au travers de ses erreurs, jamais au travers de ses victoires ou de ses réussites. La réussite est le résultat d'une expérimentation où on a fait beaucoup d'erreurs et à un moment donné, on a réussi, parce que c'est très rare de réussir du premier coup, soyons très clairs là aussi. Donc c'est au travers d'expérimentation et d'erreurs qu'on atteint une réussite. Mais ce sont vos erreurs, ce sont vos expériences. En tant que coach professionnel, je ne m'interdis de vous donner des conseils. Il est là le vrai rôle du coach professionnel. Et beaucoup de gens se disent coach, et le problème c'est qu'ils ne sont pas coachs, ils sont conseillers, ils vont dire à la personne comment il faut un petit peu vivre, ou comment il faut répondre à telle ou telle chose, mais si vous avez besoin de conseils, il suffit simplement de demander à vos amis, et vous verrez que vos amis vont vous donner des conseils. Il n'y a pas besoin de payer un coach finalement si vous avez besoin de conseils. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les gens s'aperçoivent que les conseils qu'on leur donne, est-ce qu'on les suit réellement ? Elle est là la question. La plupart du temps, non, on ne les suit pas les conseils, parce que ça ne nous correspond qu'à moitié, et c'est pas qui on est réellement. Le but du coach, il est là, le but du coach professionnel, c'est de révéler à la personne qui elle est, sur son chemin de vie, pour pouvoir avancer. La question de la vérité. Qu'est-ce que la vérité dans du coaching, mais même j'ai envie de dire en règle générale dans la vie de tous les jours, parce que le coaching ce n'est que finalement accompagner une personne dans la vie de tous les jours. Je me bats contre une phrase que beaucoup de gens disent, oui, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, c'est faux, c'est tout sauf bienveillant. La bienveillance c'est de dire la vérité. Alors bien sûr on va me dire oui mais il y a la forme et le fond. La forme elle dépend de la personne, c'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont vous dire les choses cash, telles que je suis, alors peut-être des fois même un petit peu trop cash, un peu trop direct. Mais après, il faut savoir ce que l'on veut. Et il y a des personnes qui vont réussir à mettre un petit peu de l'arrondi, j'ai envie de dire de la diplomatie dans la manière de parler et tout ça, et c'est très bien aussi. Je sais très bien le faire aussi, mais souvent, pour moi, la vérité doit être dite. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas qu'on leur mente, mais en même temps, ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils ne veulent pas écouter la vérité. Donc c'est compliqué des fois de faire le grand écart entre vouloir dire la vérité et s'apercevoir que la personne finalement ne veut pas l'entendre et ne veut pas écouter un petit peu la vérité. À mon sens, il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains, c'est-à-dire que je ne dispose pas de la vérité, je dispose d'une vérité, c'est-à-dire de moi, de comment aussi je peux percevoir les choses. La discussion, elle est de savoir exactement, de confronter différentes vérités, différents points de vue, parce qu'un point de vue finalement est basé sur des certitudes dont on en a fait des vérités pour nous. Et bien sûr qu'on peut se tromper. Et toute la force de la vérité, c'est de savoir dire « je me suis trompé ». La différence entre les hommes et les femmes, oui, sur la complexité de l'accompagnement, elle est surtout sur l'aspect émotionnel. Nous avons été élevés, il ne faut pas l'oublier, par une génération d'après-guerre, pour ma part, où il était essentiel de devoir reconstruire le pays, donc avec des hommes où il était en gros interdit d'avoir des émotions. Il y a un très grand psychosociologue américain qui s'appelle Ty B. Keller qui parlait des fameux drivers chez l'être humain, et en particulier le sois fort. C'est sois fort mon fils, tu es un homme, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit d'avoir d'émotions, tu n'as pas le droit d'exprimer tes émotions. Donc il y a toute une génération qui a été élevée comme ça. Ce qui en a fait des hommes qui ont du mal à exprimer leurs émotions et à extérioriser les émotions. Le mot émotion, tout est dit dans le mot émotion. Le mot émotion est composé de deux parties. Il y a la partie émotion, locomotion, le mouvement, et la partie qui veut dire ex, c'est-à-dire extérieur. Donc c'est un mouvement vers l'extérieur, l'émotion. Et donc ce mouvement vers l'extérieur, le problème c'est que chez l'homme, on va dire chez les quinquagénaires en particulier, compliqué, très très compliqué. Donc du coup on intériorise. Et le problème de l'intériorisation de l'émotion, c'est qu'elle va avoir un impact à un moment donné, direct ou indirect. Chez les femmes, c'est différent.
Chez les femmes, il y a le côté maternel, il y a le côté émotionnel. On va voir sa mère, entre guillemets, pour se faire réconforter. Donc il y a le côté émotionnel qui est latent chez la femme, qui est toujours présent et qui est beaucoup plus extériorisé que chez l'homme. Donc oui, il est important de bien accueillir, j'ai envie de dire, ces deux profils différents que sont l'homme et la femme. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femme qui soit plutôt intériorisée, et qu'il n'y a pas d'homme qui soit extériorisé au niveau de ses émotions. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tous les hommes qui sont comme ça et c'est pas toutes les femmes. C'est en règle générale. On ne peut pas faire non plus de cas particuliers une généralité. Comment garder le côté humain quand on se spécialise sur l'intelligence artificielle et finalement pourquoi fondamentalement je me suis tourné vers l'intelligence artificielle. Il y a eu une série de concordances aussi, c'est-à-dire de rencontres autour de ça. Ensuite, l'intelligence artificielle a été créée par l'homme. L'intelligence artificielle, quand on l'utilise d'ailleurs, et qu'on le voit bien dans la formation que je fais sur l'usage au quotidien de l'intelligence artificielle, j'explique bien que tout est fait pour humaniser l'intelligence artificielle, alors qu'avant tout, fondamentalement, c'est un programme informatique. Ce qui est passionnant justement dans l'intelligence artificielle, c'est comment passer d'un simple programme informatique à quelque chose qui se comporte comme un être humain. Donc on touche à l'être humain finalement. Parce que quand je dis qu'il faut remettre l'humain au son centre, on s'aperçoit qu'on a l'intelligence artificielle qui se comporte comme un être humain, mais qui n'est pas un être humain, qui répond comme un être humain, qui va vous dire merci, qui va vous demander comment ça va, si vous lui parlez comme un être humain, qui va jouer pour certains le rôle de psy, là ça devient dangereux, mais hélas aujourd'hui c'est tellement accessible à tout le monde que certaines personnes vont y trouver un réconfort aussi. Alors est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est compliqué aujourd'hui de savoir si une personne qui se sent seule va trouver dans une intelligence artificielle un compagnon, quelqu'un qui va répondre à ses questions, à avoir une discussion. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que fondamentalement aujourd'hui il est bien de laisser une personne toute seule, isolée, sans qu'elle puisse parler à qui que ce soit? Est-ce que finalement l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'aider à parler de sujets bien entendu qui peuvent très bien dévier, qui peuvent être des erreurs et tout ça, mais est-ce que quelque part ce n'est pas quelque chose de positif pour elle? Est-ce que ça pallie pas finalement un manque de notre société? Après, moi, l'intelligence artificielle, c'est avant tout, j'arrive avant tout à finalement associer mon côté un petit peu geek, c'est-à-dire mon côté nouvelle technologie, le côté aussi ingénieur que j'ai été chez Airbus, le côté analyse d'architecture de système, toutes ces choses-là, la recherche aussi, l'apprentissage, parce que j'apprends énormément. L'intelligence artificielle, elle rend bête. Si, par exemple, et là je reprendrai une anecdote des réseaux sociaux, si vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire votre message de répondeur téléphonique, fondamentalement, elle n'est pas faite pour ça. Parce qu'avant toute chose, c'est un outil. Ça ne doit pas devenir une dépendance. Et c'est là où on rentre aussi dans le côté être humain. C'est-à-dire que quand on tombe dans la notion de dépendance, on tombe dans la notion d'addiction, quelque part, aussi avec ces choses-là. Et donc ça veut dire un déséquilibre chez l'être humain. Et donc c'est important pour un coach professionnel de se pencher aussi sur ces choses-là, parce qu'on est là pour accompagner les gens. On n'est pas là pour pallier le psychologue, le psychiatre, ces choses-là, mais on est là aussi pour comprendre ce phénomène-là, parce que ça touche directement l'être humain. Et tout ce qui touche l'être humain, un coach professionnel qui accompagne l'être humain doit quelque part s'informer, faire des recherches là-dessus. J'associe un petit peu toutes ces choses-là et quand je parle d'intelligence artificielle, je vais parler d'intelligence artificielle orientée aussi sur l'être humain. Je vais parler d'autres choses que l'intelligence artificielle dont tout le monde parle aujourd'hui, qui sont les fameuses LLM comme ChatGPT, Mistral, DeepSeek, Claude. Ces choses-là, mais ça c'est la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui, quand on fait de l'imagerie médicale par exemple, avec de l'intelligence artificielle, ce ne sont pas ces intelligences artificielles-là qu'on utilise.
Ce sont d'autres IA qui tiennent sur un petit ordinateur et qui n'ont pas besoin de capacités phénoménales de calcul comme demande ChatGPT, comme demandent ces IA-là. On est sur d'autres domaines. Il y a des choses que les gens ne savent pas, en particulier dans ce monde-là de l'IA, c'est que l'IA ne se résume pas simplement à ChatGPT, à Mistral AI ou à ce genre de choses. Se passe. Aujourd'hui, on voit bien que de toute façon, l'intelligence artificielle pose un gros problème. C'est un problème non pas de métiers qui vont disparaître, c'est pas les métiers en tant que tels qui vont disparaître, c'est ce qu'on appelle en règle générale dans les entreprises les fameux ETP, c'est-à-dire les équivalents de temps plein, c'est-à-dire les postes plutôt. C'est-à-dire que le métier de développeur restera le métier de développeur, il y aura toujours des développeurs, mais il y en aura moins. Il y en aura moins puisque un développeur assisté par une intelligence artificielle va être autrement plus performant que 4 développeurs. Donc on va prendre un seul développeur avec une IA qui sera spécialisée par exemple ou qui sera vraiment orientée développement de programmes. Donc forcément, au lieu de 4 développeurs, vous allez vous retrouver qu'avec un seul développeur par exemple. Il y a une adaptation qui va être faite. Forcément, les entreprises vont optimiser de manière à pouvoir, en gros, avoir une meilleure rentabilité, parce que ce qui coûte cher aujourd'hui dans une entreprise, et ça, c'est un fait, c'est la charge salariale dans une entreprise, en France, je précise quand même, au passage. Donc, à partir de là, l'entreprise va tout faire pour essayer justement de baisser cette charge-là. Vers quoi ça va nous amener tout ça? On n'en sait rien. Enfin, moi, je défie quiconque de dire que dans 10 ans ou dans 5 ans, il va y avoir ça ou ça, où il y aura... il y a des études qui disent qu'il y a 500 millions de postes aujourd'hui dans le monde qui risqueraient de disparaître. On dit bien de postes, pas de métiers, ce qui n'est pas la même chose. J'en sais rien. On n'en sait rien. Ce sont des projections. Qui permettent quand même d'avoir une réflexion par rapport à ça et qui amènent ce qu'on appelle dans les entreprises la conduite du changement. C'est comment arriver à faire évoluer, à faire changer des personnes qui étaient dans leur zone de confort. Alors on va rentrer dans des termes qui sont utilisés des fois et un petit peu trop dévoyés, qu'on va appeler la zone de confort, sortir de sa zone de confort. Quand on est dans sa zone de confort, la plupart du temps on n'apprend pas. On n'apprend rien dans sa zone de confort, parce que justement c'est sa zone de confort. Et c'est là où on va rester confortablement dans son lit, douillet, impeccable, et on va continuer comme ça. Très bien, soit. Et il y a des personnes qui, elles, vont sortir de leur zone de confort justement pour apprendre. Parce que c'est quand on sort de sa zone de confort que là, on apprend les choses. On fait des erreurs, bien entendu. Dans sa zone de confort, on n'en fait pas. On en fait très très peu. Quand on sort de sa zone de confort, on rentre dans l'inconnu. Et là, aujourd'hui, on est dans l'inconnu. On est dans l'inconnu total par rapport à l'évolution des technologies. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, comment utiliser l'intelligence artificielle? La question fondamentale, elle est là. Elle n'est pas de savoir si on doit ou pas utiliser l'intelligence artificielle. Le fait d'être dans cette réflexion-là fait qu'aujourd'hui, on a quasiment 30 ans de retard par exemple, sur les pays qui ont développé l'intelligence artificielle, qui ne sont pas posés la question de savoir si on devait l'utiliser ou pas. On peut rester dans la philosophie, dans les questions philosophiques, de savoir, est-ce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle et que c'est bien? Est-ce que dans le domaine de l'éducation nationale, est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas? Est-ce qu'il faut l'interdire et tout ça? C'est ok, c'est trop tard, j'ai envie de dire, ce genre de questions, mais c'est réellement trop tard. On doit se poser la question de comment l'utiliser réellement, c'est-à-dire il faut l'utiliser, comment on va l'utiliser, quelle éthique on va mettre derrière, et ça j'en parle de l'éthique. Et l'éthique ne va pas être la même si on est en Europe que si on est aux États-Unis ou que si on est en Chine. J'explique souvent lors de mes formations, je dis posez la question à ChatGPT de la fameuse place Tiananmen fin des années 80 en Chine. Vous la posez la question à ChatGPT, vous la posez aussi à DeepSeek. Vous allez voir que compliqué, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a les notions d'éthique, il y a les notions de culture, de civilisation. À partir de là, c'est comment on va utiliser l'intelligence artificielle dans ça. Mais la question, elle n'est pas de savoir s'il faut l'utiliser ou pas. Aujourd'hui, fondamentalement, il faut
Et on va être obligé de l'utiliser. Une entreprise qui n'utilise pas cet outil-là, mais attention, je parle bien d'un outil, ça ne doit pas devenir addictif. C'est-à-dire que ça ne remplacera pas tout. Derrière, ça ne remplacera pas la supervision, ça ne remplacera pas les décisions. Le décisionnel doit rester, je pense, au niveau de l'être humain en tant que tel, par rapport à des analyses, par rapport à des choses que l'intelligence artificielle va nous remonter, va nous permettre de pouvoir faire. Ça va nous permettre de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement sur certaines analyses, si on vérifie bien aussi les données, si on vérifie bien les sources sur lesquelles c'est basé aussi l'intelligence artificielle. Je fais souvent la métaphore sur le rôle du marteau et du clou. Mais je ne vais pas enfoncer un clou avec un tournevis, je vais enfoncer un clou avec un marteau. Je ne reste pas tout le temps avec mon tournevis à la main ou avec mon marteau à la main. L'intelligence artificielle, c'est exactement ça aussi. C'est-à-dire que si vous tombez dans l'intelligence artificielle et que vous ne faites que ça et que vous êtes que là-dedans et que pour vous, pour pouvoir répondre à une question simple, vous avez besoin du support de l'intelligence artificielle, c'est que je pense qu'il y a un problème à la base. Tout repose finalement sur la personne qui est derrière l'écran et qui va utiliser l'intelligence artificielle. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qu'il faut, entre guillemets, j'ai envie de dire, condamner ou critiquer. C'est la personne qui sera derrière et la personne qui va l'utiliser. Non, jamais. Non, l'auto-coaching, ça ne fonctionne pas. Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, ça c'est bien connu. Il est important aussi de savoir que souvent, quand on est chef d'entreprise et quand on est en entreprise, quand vous faites une correction, le résultat n'apparaît pas tout de suite. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez avoir des résultats. Un chiffre d'affaires pour une entreprise, ça se voit sur l'année, c'est sur un an. Si vous commencez à flipper ou à avoir peur au mois de janvier, alors que votre chiffre d'affaires c'est au 31 décembre, ouais, ça va être long, ça va être très long. Typiquement, moi par exemple pour les formations, ça va être sur le deuxième trimestre. C'est-à-dire que le premier trimestre, ça va être une montée en puissance de par le fait que les gens commencent à faire leur dossier de formation et tout ça. Et donc le temps que le dossier soit fait, et autant vous dire qu'avec l'administration que l'on a, des fois, c'est très compliqué, la vie d'un chef d'entreprise, c'est ces choses-là, c'est le nez dans le guidon. C'est là où intervient d'ailleurs le coach professionnel certifié, c'est d'être capable à un chef d'entreprise de lui faire lever le nez du guidon pour lui faire prendre des décisions stratégiques par rapport à des questions qui se posent, parce que souvent, quand on est tout le temps dans le dur, on ne voit pas. On n'a pas assez de recul. Si je prends entre guillemets, ma casquette de coach professionnel, c'est de justement d'amener au chef d'entreprise de prendre 5 minutes de recul, de se parler à soi-même, quelque part, parce que je vais jouer le rôle du miroir, de l'amener à réfléchir avec lui-même pour pouvoir prendre la bonne décision face à une décision stratégique qu'il doit prendre. Est-ce que je prends à gauche? Est-ce que je prends à droite? C'est pas moi qui vais lui dire, c'est lui qui va décider. Et toutes ces choses-là, quand on est chef d'entreprise, c'est très 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 compliqué. Ouais. Je pense qu'on ne le voit pas tant qu'on ne le vit pas. On vit tout le temps avec cet aspect émotionnel, avec ces choses-là où on est un petit peu en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et en effet, il faut avoir. C'est là où, avec l'expérience, on commence à avoir une certaine solidité par rapport aux événements de la vie. Même en ayant conscience, des fois, c'est compliqué d'être dans la vérité vis-à-vis de soi, c'est d'être honnête quelque part. La bienveillance passe par là. Être bienveillant avec soi-même. Et être bienveillant ou être dans la bienveillance tous les jours, c'est de dire la vérité et d'être honnête. Et c'est comme ça qu'on arrive à aussi avancer et c'est comme ça qu'on arrive à avoir les meilleures expériences. Il y a des hauts et des bas, il y a des très bas, il y a des très hauts aussi. J'ai pas honte d'en parler parce qu'avant toute chose, je suis un être humain. J'ai eu un client une fois qui m'avait dit oui, non, mais moi ma sphère personnelle et ma sphère professionnelle, ce sont deux mondes qui sont totalement différents. Je l'ai laissé faire et au travers des questions et au travers des réponses qu'il m'a amenées, il s'est bien aperçu, la frontière est très poreuse.
C'est-à-dire que ça passe. Il n'y a pas de frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle parce que vous n'êtes qu'un. Vous n'êtes qu'une seule personne. Quand ça se passe mal, par exemple, vous partez le matin au travail et que à la maison, avec madame, vous vous êtes engueulé ou avec monsieur, je ne pense pas que vous arriviez au travail dans d'excellentes conditions. C'est-à-dire que vous arrivez avec un bagage, vous ne le laissez pas à l'entrée d'entreprise. C'est pas vrai. Il vous a marqué et le premier qui un petit peu va venir vous chatouiller, bizarrement, il va prendre pour tout ce que vous n'avez pas pu dire, entre guillemets, à la maison. La décision que j'avais prise en 2018, donc de quitter Airbus, ça a eu un impact sur la vie de tous les jours, ça a eu un impact sur les dernières années que j'ai passées, puisque les dernières années que j'ai passées, en particulier avec cette pandémie qui est arrivée, qui a quand même cassé une dynamique à un moment donné, il a fallu sortir les rames. À la fin, je travaillais 6 jours sur 7. Le 7e jour, c'est-à-dire le dimanche, normalement où je devais me reposer, je n'arrivais pas à récupérer du reste de la semaine. C'est pas vrai. En 2018, donc j'avais 47 ans quand j'ai quitté le monde du salariat. Donc deuxième partie, on va dire deuxième partie de vie, donc 45-55 ans. L'endurance n'est pas du tout la même que quand on en a 25, soyons très clairs. Donc ça a un impact sur la vie familiale, et pas forcément très positif. Et je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise à qui ça doit parler. Qu'à un moment donné, il faut savoir aussi faire des choix. Ces choix-là, moi, je les ai faits par moi-même. À un moment donné, je me suis séparé d'une partie de mon activité, ce qui m'a permis de pouvoir récupérer enfin un petit peu de temps, justement. Et quand vous êtes quasiment pas là à la maison, parce que si vous travaillez 6 jours sur 7, ça veut dire que vous n'êtes pas là à la maison, vous y êtes très peu. Donc il faut retrouver sa place, il faut refaire un petit peu, j'ai envie de dire, c'est les liens, il faut retrouver un équilibre, on appelle ça en coaching, on appelle ça une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre entre les forces. Heureusement que j'ai une épouse qui endure ce qu'elle doit endurer avec moi, des fois, souvent. C'est compliqué des fois, et je la comprends que ce soit compliqué, parce que c'est compliqué aussi de comprendre un profil comme le mien. Je pense qu'elle ne savait pas où mettre les pieds, et moi non plus. J'ai découvert il y a 2-3 ans réellement comment je fonctionnais, mais c'est quand on est au fond qu'on travaille sur soi, c'est quand on arrive à toucher, j'ai envie de dire, le fond du seau, qu'on prend... on reprend l'élan finalement pour essayer de remonter, et qu'on se découvre soi-même, et qu'on découvre comment on fonctionne, et quand on découvre qu'on fonctionne par arborescence, que son cerveau fait des liens un petit peu partout, et que pour moi il n'y a rien qui est dû au hasard, il n'y a rien qui fonctionne tout seul. Le fonctionnement cérébral d'un être humain ne s'arrête pas à la porte d'entrée de la maison. Il ne s'arrête pas à la porte d'entrée de l'entreprise non plus. C'est-à-dire que le fonctionnement que l'on a, c'est un fonctionnement que l'on a quotidiennement. Et que des fois, c'est compliqué d'appuyer sur le bouton off. Quand on a ce type de fonctionnement cérébral, c'est très très compliqué d'appuyer sur le bouton off. Il n'y a pas de bouton off d'ailleurs. J'en connais pas. Enfin, pour l'instant, je n'en ai pas découvert chez moi.